J'ai donc appelé cette présentation Luanda, la ville d'après, et puis je pense que c'est un peu obscur et que j'espère, au fur et à mesure de ma présentation, bien expliquer ce que j'ai. C'est plus une intuition qu'une théorie hein, à ce niveau-là, mais cette idée de lecture de la ville et de la production urbaine, toujours en relation avec, alors c'est venu de cette idée du choc, mais non pas d'analyser le choc, mais les ondes de choc plutôt, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas tellement de déterminer qu'est-ce qui est le choc ou d'en établir les limites, mais de réfléchir ouais, à ces différentes ondes qui s'entrechoquent. Alors là, le jeu de mots n'est pas très bienvenu. Mais en sachant que je parle d'une ville qui est difficile à présenter. C'est une ville qui est vraiment très méconnue, qui est à la marge de la marge. C'est-à-dire que quand on fait des études urbaines, les études urbaines en Afrique, il y a quand même un énorme préjugé, une préconception que l'Afrique, c'est rural. Donc la ville africaine en elle-même, c'est déjà un peu une contradiction avec l'idée de ville et avec l'idée d'Afrique. Donc voilà, on a déjà un premier niveau de résistance un peu de cet objet que peut être Luanda. Et puis en plus, je travaille sur l'Afrique lusophone, donc je suis à la marge des études urbaines, à la marge des études africaines. Donc je suis face à un objet où moi je développe une approche ethnographique, je veux vraiment m'immerger dans le quotidien, dans les compréhensions par l'intérieur, cette fabrication des identités citadines. Mais en même temps, j'ai quand même besoin d'établir des cadres très généraux parce que je parle d'une ville dont personne ne sait à peu près rien. Donc voilà, comment concilier à la fois une immersion très profonde et puis le besoin de créer du savoir général, c'est un des premiers points de départ. Et donc c'est un peu pour ça que je choisis souvent cette image pour commencer à parler de Luanda, parce que c'est un peu la caricature de la ville africaine informelle, une espèce de tissu urbain extrêmement dense où on ne distingue plus de trams. Voilà, cette espèce de fourmillement. Donc ça, c'est évidemment très caricatural. En fait, cette image, elle est prise vraiment, on est juste à la limite du centre-ville. Le quartier qu'on voit, c'est pas un quartier informel, densifié récemment. C'est un quartier qui a été laissé par les colons en 1975, qui a été récupéré par la population africaine. Et donc, c'est la ville, en ce sens, c'est la ville européenne, mais sauf que c'est un quartier européen construit par les Portugais, mais de façon informelle. Donc l'informalité n'est pas non plus seulement le fait des Africains sous la colonisation. Donc voilà, c'est un peu une image qui à la fois montre une caricature, mais raconte des choses beaucoup plus complexes. Donc si je veux attirer un peu l'attention sur certaines choses, vous voyez au centre de l'image, il y a un drapeau au milieu du ciel, et au bas de ce drapeau, il y a une petite ligne jaune, c'est la vieille forteresse coloniale qui date du XVIIe siècle. Donc voilà, on est dans le vieux, c'est au colonial au sens large, hein, on est avant même l'établissement des circuits esclavagistes qui vont ensuite consolider le comptoir de Luanda. Cette espèce de fusée, là, ce monument construit par les soviétiques, comme vous pouvez peut-être le deviner par l'esthétique, ça a été construit dans les années 80, c'est le mausolée du père fondateur, père de l'indépendance. Donc c'est le mausolée de Agostinho Neto, et sur la droite, qu'on ne voit pas dans l'image, qu'on verrait si je pouvais reprendre la photo aujourd'hui, le nouveau Parlement qui a été construit donc en 2014. Donc on a ces différentes couches, en fait, ces différentes successions de constructions urbaines et de symboles monumentaux de la ville dans cette image-là. Et puis on voit à la fois cette espèce de fourmillement de densité urbaine, mais on voit aussi très bien cette route qui est nouvelle qui longe la côte, et puis des espaces de sable. On distingue quelques tentes bleues là au premier plan. Donc tout ça, c'est des espaces de déguerpissement récents parce qu'on est en pleine rénovation urbaine, et donc il y a de grands projets pour faire ces grands accès routiers au centre-ville, mais aussi ces espèces c'est des terrains gagnés sur la mer, hein, presque. Bon, vu à l'échelle à laquelle on est, on ne peut pas parler de polder, mais il y a des grands projets de grands ponts comme ça qui éviteront tout le reste de la ville informelle pour relier aux nouvelles périphéries qui sont 20 km plus au sud. Donc voilà, et des choses assez délirantes en termes de master plan. Donc voilà, c'est dans ce tissu urbain un peu compliqué, puis avec des tensions dans la fabrication urbaine assez fort dans lequel je travaille. Et donc l'idée que j'avais
avec cette idée des lectures étymologiques. Ça vient de la production de l'espace de Lefebvre, donc qui parle de l'étymologie, l'idée que le passé a laissé ses traces, ses inscriptions, écriture du temps, là-dessus on est à peu près tous d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qu'il ajoute, donc cet espace est toujours aujourd'hui, comme jadis, un espace présent, donné comme un tout actuel, avec ses liaisons et connexions en acte, de sorte que la production et le produit se présentent comme deux côtés inséparables et non comme deux représentations séparables. Et donc, quand je parle de lecture étymologique et de la ville d'après, c'est de chercher comment un événement qui a eu lieu dans le passé va être constamment réinterprété, va être dans ses liaisons en acte, dans le présent, dans la fabrication présente de la ville. Et donc, comme le résumait Constantin dans l'introduction, il y a trois chocs que j'identifie pour parler avec le vocabulaire de ce séminaire. Donc il y a le choc du colonialisme, comme je disais, au sens large, hein, parce qu'on commence au XVIe siècle, puis 2 siècles, 3 siècles d'esclavagisme, et puis finalement une colonisation de peuplement très forte. Hein, c'est Salazar, voilà, l'empire portugais sous Salazar, c'était pas le colonialisme le plus délicat, donc avec vraiment un afflux de population européenne dans les années en particulier 50, 60, 70. Et donc cette décolonisation très brutale, très rapide, qui fait suite à la révolution des œillets. Donc le régime de l'État nouveau, Estado Novo au Portugal, tombe avec la révolution des œillets en 74. Et en un an, on se défait des colonies, on signe vite fait des accords et surtout, on s'en va, quoi. Donc voilà, cette longue histoire coloniale. Évidemment, Luanda, la ville en guerre. Alors en fait, Luanda n'a jamais été en guerre, ça a plutôt été une ville de refuge dans un contexte de guerre civile. Donc c'est pas du tout un exemple de ville en guerre ou de ville qui a connu le choc de la guerre, mais en plus avec des distinctions entre la guerre contre les Portugais, donc la guerre coloniale, la guerre de proxy, quand en fait les différents mouvements de libération qui avaient lutté contre les Portugais se sont mis à faire la guerre entre eux. Avec, très vite, ça s'est focalisé sur 2 mouvements, donc le MPLA qui avait pris Luanda et qui a très vite adopté un socialisme d'État, donc soutenu à la fois par les soviétiques et par les cubains, c'était assez intéressant, et de l'autre côté, la guérilla nationaliste, mais qui a été très vite réinvestie d'être anticommuniste, qui recevait le soutien de l'armée sud-africaine par le truchement de financement américain. Donc bon, la guerre civile, c'est quand même l'URSS contre les États-Unis. Donc je ne sais pas si c'est tout à fait civil dans ce contexte-là. Jusqu'en 90, où la fin de la guerre froide a évidemment démantelé ses alliances, mais pas du tout résolu la question sur le terrain en Angola. Et donc le pays s'est embourbé dans encore 10 ans de guerre, cette fois que je qualifie ici de civile, avec des commerces de blood diamond, de pétrole illégal. On a peut-être suivi, vous avez peut-être entendu parler de l'Angola Gate, avec Pierre Falcone qui vendait ses armes aux différents mouvements. Enfin voilà, la guerre sale, quoi, la guerre africaine, que les Américains aiment bien faire des films, et qui se conclut en 2002 avec la mort du leader de l'UNITA, de la guérilla. Et donc vraiment, c'est une guerre qui se termine pas par une paix comme un processus négocié, mais vraiment l'imposition de la paix du vainqueur, qui est celle du MPLA. Donc le deuxième choc, celui de la guerre. Et enfin, un troisième choc, c'est celui du socialisme d'État, sur une période finalement assez restreinte, mais imposée par le MPLA dans la capitale. Donc c'est un socialisme d'État, mais qui ne s'est pas appliqué sur tout le territoire national, puisque du fait de la guerre... le régime ne contrôlait pas tous les territoires, mais donc un régime de parti unique, très autoritaire, l'adoption du marxisme-léninisme. Bon, voilà, des spécialistes du socialisme vous expliqueraient toutes les variations tropicales de ce socialisme. Mais en tout cas, ça me fait 3 chocs qui créent ces espèces d'ondes de choc qui sont différentes et qui sont autant de filtres finalement pour lire ce qui se passe aujourd'hui à Luanda, donc la ville post-coloniale, la ville post-conflit, la ville post-socialiste. Comment est-ce que tout ça se combine? Et donc en fait, en réfléchissant pour ce séminaire à cette idée du choc, des ondes de choc, des résultats, j'ai réalisé que dans mes travaux sur Luanda, c'est les travaux que j'ai conduits après la thèse. Donc il n'y avait pas l'unité d'un travail de thèse sur un objet qu'on va vraiment travailler. Ça a été des articles, des opportunités de collaboration. Et donc en fait, ce que je vais présenter là, c'est un peu un espèce de collage des différents travaux que j'ai faits, en me disant finalement j'ai éclairé ces différentes villes d'après, ces différents moments du poste. Donc on va voir un peu où ça nous mène. J'essaye d'aller assez vite parce que ce qui m'intéresse, c'est plus la discussion. Mais donc si on parle de ville postcoloniale,
D'abord, il faut bien comprendre qu'on est, encore une fois, dans un contexte portugais, hein, enfin lusophone, donc il y a très peu de littérature, parce qu'il faut parler portugais pour travailler en Angola. Donc, la littérature, les approches, elles sont principalement faites par les Portugais, et on ne peut pas dire que le monde académique portugais soit très ouvert aux théories postcoloniales. C'est quelque chose qui n'a pas encore vraiment, voilà, c'est pas vraiment intégré. Pas que ce soit très fortement en France, mais bon, c'est, voilà. Donc, comment on parle de ces situations postcoloniales quand on n'a pas forcément les outils, c'est assez intéressant. Et donc, pour moi, un bon angle d'attaque, un peu pour comprendre ces enjeux, pour les mettre en jeu, c'est cette approche un peu paysagère. Donc, bon, en plus, j'aime le visuel et les photos, vous l'aurez compris. Mais donc là, on a vraiment cette superposition architecturale. Alors, quand je parle d'approche paysagère, je ne suis pas dans une approche architecturale qui va passer que par l'esthétisme. Hein. Je suis plus, vous l'avez compris, lefévrienne, dans l'idée d'un produit social, d'une production. Ou une approche à la Gärtner dans ce qu'il a écrit sur l'Inde, sur le rule by aesthetics. Donc l'idée que l'esthétisme urbain et le paysage urbain, c'est aussi une façon de créer de l'ordre social, de créer un imaginaire de soi, de la discipline, de la domination. On peut rediscuter tout ça, mais donc là on voit bien. Alors sur la droite, là vous avez cette maison qui serait un peu une évocation plutôt de ce passé esclavagiste, les maisons basses qui étaient celle des familles esclavagistes. Souvent, les esclaves étaient gardés à l'intérieur de la maison, donc avec des hangars. Ce n'est pas le cas de cette maison, je pense qu'elle a été construite plus tard, donc plutôt dans les années 40-50, de réinterprétation de ce patrimoine. En face, vous avez donc là cet hôtel qui est en fait incurvé, donc avec un travail non seulement sur l'architecture, mais aussi sur l'urbanisme, donc une intégration sur le plan de la place, qui était un hôtel qui n'a pas duré très longtemps comme hôtel, qui a vite été réinterprété comme un ensemble d'habitations. Et puis évidemment, à l'arrière-plan, ces grues que vous voyez, qui montrent ce boom de la construction de l'après-guerre. Donc le post-colonial se mêle évidemment au post-conflit. C'est bien ce que j'essaie de montrer au départ en montant 3 chronologies superposées. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, bon, il y a l'esthétisme, mais c'est quelles sont les forces en jeu. Donc ce bâtiment-là, c'est une banque, donc l'apparition de ces nouveaux acteurs, banque aux mains des enfants du président de la République. De ce côté-là, ça, c'est le premier bâtiment qu'on appelle ou près du Chinês, donc le building, l'immeuble en français, l'immeuble des Chinois. Qui est en fait le siège d'une grande compagnie d'État, enfin bon, ces compagnies chinoises qui sont à la fois privées et d'État, hein, et donc ils ont construit le Prénio Chinês Deutsch, c'est l'extension, et puis à ce niveau-là, alors je sais pas exactement ce qu'ils vont mettre dedans, puis ils ont un peu de mal à le finir là, parce que depuis la crise c'est un petit peu plus dur, mais on voit que c'est Edifer c'est une compagnie de construction portugaise, donc on voit bien c'est aussi cette internationalisation, cette extraversion du système dans cette phase postcoloniale, avec des liens évidemment ambigus avec les Portugais, etc. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose dans ces... C'est pas seulement une photo pour dire, le patrimoine urbain s'établit par couche et qu'on a une superposition esthétique, mais plutôt des enjeux, des forces qui se prolongent les unes dans les autres et qui se nourrissent les unes les autres. Et donc voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai travaillé, sur lesquelles d'autres travaillent. C'est cette idée d'un premier filtre de lecture pour cette ville. Si je veux plonger un peu dans le deuxième filtre de la ville post-socialiste, alors, bon, vous aurez reconnu pourquoi le lien socialiste et ma photo. Voilà, il y a ce joli drapeau avec une étoile et un choix de couleurs qui laisse peu d'ambiguïté quant aux imaginaires politiques qui sont derrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça, c'est le drapeau du parti au pouvoir. Le drapeau national hein, de l'État, c'est la même chose, sauf qu'à la place d'une étoile, vous avez une faucile et une roue dentée. Bon. Donc il y a vraiment une superposition visuelle c'est très très classique hein, entre le parti et l'État, qui évidemment sert la construction du parti-État. On est là à 30 km du centre-ville de Luanda, dans un quartier qui s'appelle Panguila, où j'ai aussi pas mal travaillé.
qui est un quartier qui m'a beaucoup rappelé les évocations que les Sud-Africains me faisaient de Soweto ou des townships juste au moment de l'établissement de l'apartheid. C'est des quartiers de relogement où les gens qui ont été expulsés du centre-ville pour laisser place, par exemple, aux immeubles chinois, sont déguerpis et reçoivent, s'ils arrivent à bien naviguer le système, peut-être une maison ou alors une chambre dans une maison de ces quartiers de relogement. Donc ça a commencé en 2002. Aujourd'hui, il y a plus de 80 000 habitants à Pangila. C'est devenu un vrai quartier à part entière, dans vraiment cette rescaling de la ville de Luanda, hein, le centre où se concentrait toute cette histoire coloniale, post-coloniale. Maintenant, ça a vraiment explosé. Et donc, j'ai travaillé, et j'ai notamment fait un travail à partir de l'itinéraire d'une famille qui a subi les premiers déguerpissements. Donc, quand ils sont arrivés à Pangila, il n'y avait vraiment rien. Ça a été un vrai choc, un choc ontologique, un choc de destruction de la face, pour reprendre le vocabulaire de Matteo. Mais donc ça, c'était en 2002. Et en 2014, en fait, par le jeu des réseaux familiaux qui sont aussi des réseaux de partis, qui sont aussi des réseaux clientélistes assez classiques. Maintenant, si on pense à la famille au sens large, ils ont 9 maisons, ils sont propriétaires de 9 différentes maisons, ils sont vraiment à la tête du marché un peu informel, parce que c'est censé être des maisons distribuées par l'État, mais forcément, ça passe tout dans le marché informel. On parlait de l'action publique qui est forte et critiquée en Europe, mais qui semble si absente aux États-Unis. Alors là, on est encore à un autre niveau où, par exemple, l'idée que la mafia serait contre l'État, enfin la mafia c'est l'État, quoi. Le père de la mafia, c'est Dos Santos, c'est sa famille. Enfin, alors tout ça, c'est assez, c'est tellement dit que ça devient, c'est trop simple de le dire comme ça, mais en même temps, comment ne pas le dire autrement, quoi. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais la description du système néopatrimonial angolais, c'est un peu la tarte à la crème des études sur l'Angola, quoi. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse dans cette idée, c'est de montrer que le socialisme d'État, l'autoritarisme si fort dans les années 80, qui est décrit souvent une espèce d'un peu d'exotisme, hein, sur cette période-là, en fait se reproduit de façon très complexe dans ses fractalités entre le fonctionnement de la famille et le fonctionnement du parti. Et donc c'est ça que j'essaye de décrire dans mon travail sur Pangila, que le fait d'avoir été parmi les premiers à être déguerpi, à avoir sa maison démolie, c'est une violence extrême, mais qui a aussi donné les moyens extrêmes. Parce que du coup la famille est arrivée parmi les premiers et ils ont vu le quartier se construire autour d'eux, et donc ça leur a donné les moyens, cette idée de la crise opportunité, et donc tout ça montre des continuités à la fois fortes et complexes avec le socialisme d'État. Donc le troisième filtre, l'idée de la ville post-conflit. Là-dessus, donc, je vous disais, hein, fin du conflit en 2002. En gros, on ne connaît pas grand-chose de l'Angola. Personne n'allait faire des études dans l'Angola en guerre. Donc, c'est aussi, pas en 2002, mais on va dire à partir de 2008, 2005, 2008, le début des études aussi sur l'Angola. Et donc, il y a une grande... à l'échelle des études angolaises, donc parmi les 15 angolanistes que nous sommes, il y a un accent assez fort sur cette économie du post-guerre, sur cette reconstruction massive, très spectaculaire, parce que passant par des infrastructures en dur, donc le logement, je vous l'ai montré, c'est ce qui m'intéresse le plus, mais on peut parler sur la voie ferrée, les routes, les barrages, évidemment, pas tellement sur l'école et l'hôpital, hein, ça c'est beaucoup moins spectaculaire et beaucoup moins short term, donc c'est moins intéressant pour un régime qui, parce qu'il sort du socialisme, doit aussi se relégitimer. Donc le boom de la construction de l'après-guerre, il est évidemment pétrolier, il y a beaucoup d'analyses de ces systèmes économiques, mais il est aussi politique dans la réinvention. Donc bon, ça a été assez bien montré par les chercheurs sur l'Angola, d'une transition, d'une reconversion autoritaire, donc transformer l'autoritarisme de l'époque socialiste en une hégémonie politique plus élaborée, peut-être, je ne sais pas si c'est tout à fait le bon mot. Et donc l'emblème de ce boom de la reconstruction, c'est cette ville du Quilamba, elle aussi construite dans la périphérie, mais cette fois non pas quelques maisons pour un relogement de famille en urgence avec un marché parallèle qui vient se mettre en place en même temps que l'État continue à construire, qui est un peu l'histoire de Pangila. Mais là, on a un quartier qui est un projet de ville nouvelle
entièrement intégré, entièrement infrastructuré. C'est-à-dire que dans l'autre quartier de Panguila, on n'a construit que des maisons, le reste viendra par la suite. Là, non, vous voyez bien qu'on a les appartements, tout est prévu jusqu'au petit balcon. Là, vous voyez ces petites grilles, je sais pas le droit, c'est quoi là, mais c'est pour mettre le bloc de climatisation, le climatiseur. Donc tout est extrêmement ingénierisé, je sais pas comment dire. Et puis paysager, vous voyez, l'illumination, les petits arbres, les pelouses, enfin bon, voilà, on est vraiment dans le modèle de la ville nouvelle, tout ça construit par des Chinois, sur des quartiers, sur des lignes de crédit très opaques. Donc là, on a toute la littérature sur ces systèmes économiques, Chine-Afrique, etc. C'est fait un régal de décomposer un peu le modèle de la conception de Quilamba. Moi, ce qui m'intéressait, si on veut parler en termes févriens, c'est moins la conception que le vécu et le perçu, hein, la façon dont cet espace-là a aussi produit de nouvelles subjectivités politiques. Et donc j'ai un peu travaillé sur comment les familles qui déménagent en fait nourrissent vraiment un idéal de rupture avec le reste de la ville, avec l'espèce de tâche informelle qu'on a vue au début, on appelle le moussek à Luanda, une représentation de soi dans l'aménagement des espaces domestiques, dans le salon. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles aussi j'ai travaillé. Je crois que j'avais mis une autre photo. Alors comme j'ai pas trop eu le temps, j'ai mis une photo de la Capora. Moi, je fais partie d'un groupe de Capora, donc là, pour moi, je passe le week-end avec mes copains. Mais maintenant, avant, on le passait sur la plage, dans le centre-ville. Maintenant, c'est à Quilamba. On voit, bien sûr, ça rappelle quand même la jeunesse de la population de ce pays, qui est quand même un des éléments fondamentaux dans les dynamiques actuelles. Et donc une espèce de normalisation. Cette ville n'est plus la ville fantôme qui a été livrée par les Chinois en 2010. Après maintes tergiversations, le gouvernement a fini par mettre en place des systèmes de location-vente, d'accession à la propriété sur 20 ans, sur 30 ans. Ça ne marche pas, c'est la patate chaude, ils n'arrêtent pas de créer des nouvelles compagnies, de virer les CEO, de réorganiser les boards pour essayer de se débarrasser de ce produit de Quilamba et éventuellement de ne pas trop perdre d'argent dessus. Mais bon, c'est peine perdue, ça a été construit dans une logique de machine à laver de l'argent entre la Chine et l'Angola. Il n'y a pas moyen de rationaliser économiquement ce produit-là. C'est une espèce de folie urbaine qui est là et bon, qui va sans doute se défaire petit à petit de fait, de toute façon, de la mauvaise construction du bâti. Donc voilà, où est-ce que ça m'amène un peu toutes ces différentes histoires, ces différents filtres, comme je disais, de cette ville. Moi, ce qui m'intéresse pour aujourd'hui, c'est de prendre un pas, une distance par rapport à ces différentes histoires qui sont toutes fascinantes. Je vous invite à lire ma grande bibliographie qui est constituée d'au moins 3 articles. Pour réfléchir sur l'idée de l'après, quoi, d'une compréhension du moment présent qui se fait toujours en fonction d'un espèce de passé imaginé et puis de futur fantasmé. Donc cette espèce à la fois de nostalgie et de futurisme, de ces horizons, de ces projections de soi. Donc je pense que ça fait bien écho, alors je ne sais pas exactement comment, mais à la face que Matteo décrit, dans la face de la communauté, la face de la mafia, et comment en fait la stratégie de l'un va influencer la construction de l'autre, et comment les deux deviennent finalement inséparables. On est dans un seul mouvement de création sociale. Pour moi, ça fait écho aussi à ce que dit Martin sur comment, en voulant se réinventer soi-même comme gang, au moment où on n'est plus actif, violent comme un gang est censé l'être, et en faisant ça, on réinvente aussi l'étymologie de nos quartiers, de ce que représentent ces public blocks quand ils sont de moins en moins publics. Enfin, voilà, c'est ce moment en fait où il y a une fusion de ces rationalités, c'est le mot que tu utilisais, Martin. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'intéresse, en sachant que je suis face à un objet qui est très mouvant. Je vous ai raconté une histoire qui s'est finalement concentrée entre, là, on va dire principalement la ville moderniste, coloniale de Luanda, c'est les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Si vous lisez un peu tout ce qu'on a pu écrire là, les uns les autres sur l'Angola au mois de septembre, on décrivait un système oligarchique très fermé, dominé par un parti-État, qui a été capable de se réinventer et dans la mise en place d'une hégémonie assez
assez lourde. Sauf qu'en août, il y a eu des élections, que le vieux, comme je l'appelle, donc Dos Santos, qui était au pouvoir depuis 1979, ne s'est pas représenté. Donc, il n'a pas fait l'erreur qu'a commis Mugabe de rester une semaine de trop. Donc il est sorti. Il a mis en place son dauphin. Et un peu à la grande surprise générale, depuis septembre, ce dauphin qui s'appelle J-Lo, João Lourenço, mais bon, son petit surnom localement, c'est J-Lo. Il dézingue tour à tour tous les cas d'or du système Dos Santos, quoi. Donc on est face à une hégémonie qui est en train de se reconfigurer. Alors je ne sais pas si elle est en train de se détruire. Il est tout à fait possible que ça soit juste une substitution. Mais en tout cas, je suis face à un objet politique et on est tous là dans l'attente. Et donc le coup de grâce, ça a été la semaine dernière, le jour où le coup d'État a eu lieu au Zimbabwe, une autre nouvelle qui est passée plus inaperçue, parce que je vous dis, je suis à la marge de la marge, mais c'est la destitution de la fille de Dos Santos le président avait placé, juste avant de sortir, il avait mis sa fille à la tête de la compagnie pétrolière, qui est évidemment le nerf de la guerre en Angola. Et donc, J-Lo l'a forcé à démissionner, quoi, l'a renvoyé. Donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans cet après? Donc, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je disais après le miracle, on est dans une période de crise économique, les revenus financiers permis par le pétrole étaient, et donc qui permettaient cette construction, ce boom. Et donc, si vous voulez, un peu cette imposition d'une nouvelle rationalité consumériste, individualiste, qui a renforcé l'hégémonie, il y a eu un coup d'arrêt par le boom, par la crise pétrolière depuis 2014. Donc ça, c'est un premier choc, et je pensais que ça allait être ma conclusion pour aujourd'hui. Sauf que maintenant, avec la démission avec le démantèlement apparemment du système Dos Santos, c'est possible qu'il y ait encore un autre choc qui soit en train de se dessiner, qui serait le démantèlement du système, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je fais de tous ces chocs? Est-ce que vraiment... je donne tout de suite la réponse. Moi, je ne crois pas que parler en termes de choc, ça nous aide beaucoup à déchiffrer, puisque justement, j'ai cette espèce d'accélération, tout devient choc et tout devient onde de choc. Mais voilà, est-ce qu'on peut imaginer d'avoir une pensée de la ville dans ces étymologies un peu compliquées, quoi. Merci beaucoup. C'est vrai que comment dire, ça se distingue évidemment thématiquement un petit peu des deux premières présentations, mais qu'on reste sur des choses intéressantes en continuité. Enfin, tu as essayé de soulever quelques continuités. C'est vrai il y en a certainement. Moi, celles qui me viennent, en fait, ou ce qui me vient par rapport au séminaire Citizen Shock qu'on a démarré à partir d'un événement dans la réalité qui est celle d'une ville comme Bruxelles, c'est qu'effectivement, autant on peut penser ces événements comme des chocs dans le contexte bruxellois, autant ici, on se demande ce qui fait encore choc dans une réalité comme celle de l'Angola. Et voilà, ici, ce qui se passe, c'est une bombe explose dans un monde ordonné, quoi. D'accord ? On se retrouve dans ces situations où ce qui fait choc, les chercheurs qui se regroupent autour de l'après-attentat et qui discutent, qui font des recherches là-dessus, etc. C'est une situation où un ensemble urbain relativement entretenu, relativement ordonné sur différents plans, urbanistiques, social, voit arriver un événement et s'inquiète de la possibilité d'une désorganisation, ou voit arriver le risque de l'entropie à venir, quoi, hein, mais qui ne fait jamais que l'envisager comme un scénario assez lointain. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas palpable, hein. Donc au lendemain de l'attentat, que ce soit à Paris, que ce soit à Bruxelles, quand vous êtes pendant le lockdown à Bruxelles, sur le boulevard où j'habite, qui était un peu au cœur du jeu de qui, j'ai envie de dire, et parcouru constamment par la police, les ambulances, etc. C'était quand même quelque chose. Il y avait simplement le sentiment, la crainte que quelque chose de chaotique ou de désordonné pouvait survenir à terme. Et c'est ce qu'on vit. On vivait la potentialité ou la virtualité
d'une ville en désordre à venir. Si on le vivait comme ça aussi, c'est parce qu'il y a des réelles possibilités à Bruxelles, peut-être plus que dans une ville comme Paris, Londres, New York, pour que des événements marquants, comme des attentats, comme une série d'attentats, provoquent éventuellement une crise urbaine ou occasionnent quelque chose comme de la désorganisation, une réelle entropie, mais en fait, ça n'est jamais quelque chose d'envisagé ou de projeter. Voilà. Ici, on est les deux pieds dedans et à différents niveaux et à différents titres. C'est ça que tu montres avec ces différents postes. Bon, et dans ces situations-là, effectivement, est-ce que... comment encore, par exemple, parler de problèmes urbains? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait ordre, évidemment. Qu'est-ce qui fait ordre, qu'est-ce qui fait problème, qu'est-ce qui fait choc, et comment est-ce qu'on peut ou pas finalement se référer à ces autres réalités pour éclairer notre vocabulaire sur la question, quoi. Merci Chloé pour ta présentation. Moi j'avais deux questions. La première c'est comment en fait tu imbriques ces trois moments ou trois situations. On a l'impression en fait que peut-être c'était juste le PowerPoint, que tu vois comme tu as trois photos pour trois moments, trois situations, comme si tu avais une situation par un bout de ville, un lieu par situation. Et en fait, le dernier moment, c'est... alors je ne me rappelle plus du nom du quartier, mais c'est le quartier qui est construit par la Chine, qui pose une question à la fois post-conflit, c'est-à-dire que la Chine peut construire parce qu'il n'y a plus de conflit, en même temps de forme peut-être de pré-colonialisme, parce que la Chine est là dans une forme, j'imagine, de prédation ou je ne sais pas si c'est pré-colonialisme, mais en tout cas qui repose la question du colonialisme, et d'une forme de continuité socialiste, parce que j'imagine que la Chine étant un régime qui se dit socialiste, il y a une imbrication là pour le coup. Je me demandais comment tu pouvais ou tu imaginais pouvoir imbriquer, tu vois, ces trois postes, ces trois moments de crise. Et après sur la question du choc, mais alors là c'est vraiment, je pense à voix haute, donc ça va peut-être pas aller très haut. Oui. En fait, je me dis ça pose deux questions, une question d'ordre phénoménologique et une question d'ordre épistémologique. La question d'ordre phénoménologique, c'est celle de comment ils vivent ces gens-là le choc. Est-ce que c'est vécu comme un choc, comme un après-crise? Et de fait, c'est peut-être ce qui pourrait apporter un peu à ce que tu disais, Mathieu, c'est que oui, peut-être que pour nous, en fait, la ville est complètement dans le désordre, mais si y a effectivement un moment de vécu comme tel, donc comme un choc, on peut comparer une situation. Enfin, moi, je serais d'avis qu'on peut comparer la situation bruxelloise à la situation de Luanda dans la forme du phénomène, quoi, du phénoménologique. Et la question, du coup, qui amène, c'est plus une question épistémo. En fait, je me demande qui caractérise l'événement, en fait, tu vois. Est-ce que c'est nous? On dit ouais, c'est post-choc, c'est post-crise, ou est-ce que c'est, et c'est la conversation qu'on avait ce matin avec Janet Reutemann sur la crise. La crise, elle permet aussi de caractériser un événement et de dire qu'est-ce qui fait histoire, qu'est-ce qui fait événement. Moi, c'est très facile de dire le 11 septembre fait histoire, fait événement, parce que de fait, il y a eu la distance qui montre que c'est le cas. Est-ce que quand tu es sur le moment, tu vois, pour eux, est-ce qu'on est dans le post... En fait, qui revient en même temps à la même question. Est-ce que pour eux, est-ce que pour eux, on est vraiment dans le post-crise, dans le post-choc, ou on est juste dans la continuité d'un moment qui finalement est juste la continuité de la vie, quoi. Donc, tu vois, c'est deux questions un peu imbriquées. Merci pour ton intervention. Et moi, j'étais intéressé au passage dans lequel tu as mentionné le fait que dans l'Angola, si je comprends correctement, il y a une identité entre État et mafia, non? Bon, ma question, c'est deux questions. La première, c'est est-ce qu'on parle ici de mafia dans une façon, disons, métaphorique, dont tu parles d'une façon dans laquelle l'État agit et organise la vie publique, ou tu parles d'un groupe spécifique, une famille
qui a un rôle central soit dans l'État et soit dans les activités criminelles. Donc la seconde question, c'est la relation entre la transition post-communiste et l'émergence de la mafia. Parce que, par exemple, ce process est absolument important en Russie, dont toutes les interprétations de la naissance des organisations criminelles en Russie sont vraiment liées à la crise du communisme, dans la transition du régime communiste au capitalisme. Est-ce que ça produit la même dynamique en Angola ou il s'agit de quelque chose d'autre? Oui, moi c'est juste... c'est aussi la question de l'État mafia, mafieux. Et le fait qu'il puisse s'instaurer de manière aussi omniprésente dans un pays qui sort de conflit. Moi, quand je regarde Beyrouth, on a encore un pays très fragmenté, mais on a l'impression qu'en Angola, l'État est plus ou moins unifié et que le pays et qu'il est souverain surtout sur l'étendue du pays, en tout cas de la ville. Ça m'interpelle quant à vraiment comment ça peut arriver. J'imagine qu'il y a une histoire très particulière à l'intégration des milices dans l'armée et comment la guerre s'est finie. Mais aussi, j'ai l'impression que dans ce désordre ambiant, enfin, dans ce fait qu'il n'y a pas vraiment d'autres repères, disons, d'autres sources d'autorité. Est-ce que ça facilite pas justement le phénomène mafieux de l'État qui peut, qui assoit une pratique plus prédatrice et qui aussi de l'autre côté, pour une population qui sort de guerre, est plus prête à accepter un état criminel, ou les pratiques criminelles d'un État, de son État. Ouais. C'est des grandes questions. Alors, je ne sais pas si je vais répondre, je vais réagir, on va dire. Pour réagir à ce que tu dis, Mathieu, sur cette espèce de décalage qui est un peu assourdissant, quoi, entre réagir à un attentat à Bruxelles et puis ce système urbain. En fait, je dirais que c'est un peu, quand on travaille sur les villes africaines, c'est notre rapport à la théorie en général. C'est qu'on a l'impression qu'on a des outils théoriques qui sont jamais pensés pour ce qu'on observe nous. Et donc, en fait, on a deux choix. C'est que soit on passe notre vie à lister pourquoi les villes sur lesquelles on travaille ne correspondent pas au cadre théorique et éventuellement critiquer le cadre théorique. Soit à un moment, on dit, bon, tant pis, en fait, mon cadre théorique, c'est ma ville. Et donc, je participe à la conversation, mais en fait, j'ai un espèce de décentrement. Je suis assez contente, dans ce cas-là, d'être ici, si ça permet de dire, en fait, voilà, il y a aussi ces questions-là dans la ville. Et en fait, ça me fait réagir. Je triche un peu en élargissant déjà le débat, mais plutôt, tu réagissais à l'inconfort qu'on peut avoir quand on voit mis en parallèle le travail des shelters, le travail des gangs, en disant mais tout n'est pas... si tout est de la pacification et que tout est critiquable et tout critiquable au même titre, on n'est plus dans de la sociologie critique, on peut plus enfin voilà, cette espèce de... Mais en même temps, là, moi, je fais comment, quoi? Je la mets où ma limite? Je mets où mon curseur sur ce qui est du dysfonctionnement ou du fonctionnement, ce qui est du désordre ou de l'ordre, ce qui est de la continuité ou ce qui est de la rupture. Et je sais, alors, je pense que, alors je fais un lien un peu avec la question de Martin sur est-ce qu'on est dans un... Qu'est-ce que ça veut dire épistémologiquement, quoi? À partir de quand est-ce que moi je peux définir des choses? Si c'est pas moi qui le définis, comment on fait en sorte pour le définir avec les gens sur place? Voilà, c'est vrai que c'est des grandes questions que j'ai, et moi
je suis vraiment, là je parle à titre très égoïste et individuel, mais dans cette espèce de tension, c'est-à-dire que ma contribution elle est où? Dans les études africaines, dans les études urbaines. Et comment est-ce que en fait, en permanence, je vais être dans une espèce de double conversation où je vais m'asseoir assez maladroitement dans les deux, quoi. Donc je pense que si quelque part parler de Luanda dans une table ronde telle que ça peut permettre de décentrer certaines questions. De créer cet inconfort par rapport à nos propres pratiques, par rapport à nos cadres théoriques, qui n'est pas un inconfort forcément négatif, hein, je veux dire qu'il y a aussi, là du coup, de la crise nourricière, quoi, mais tant mieux, quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est des questions que je me pose à titre personnel. Je suis plutôt a priori en début de mon travail et comment j'articule ces conversations-là, quoi. Enfin, et puis d'ailleurs, le projet qu'on a avec Constantin, Martin, c'est aussi ça, quoi. Si on se met à tisser des conversations là où on n'a pas les outils pour les faire, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, j'ai pas vraiment de réponse, en fait, mais en tout cas, ça m'intéresse. Martin, par rapport à ce que tu disais sur le fait que finalement, les marques du colonialisme, du socialisme et du post-conflit se rejoue par exemple au sein de Kilamba. C'est un peu ce que je voulais dire avec la première photo de cette superposition paysagère, c'est qu'aussi en fait on a ces espèces de... Voilà, tout ça joue ensemble et qu'on ne peut jamais vraiment les diviser et que finalement c'est des filtres. On va se poser la question sur quelles sont les traces du colonial ou quelles sont les traces du conflit et de la reconstruction, tant mieux, quoi, si je suis capable de montrer que chaque objet urbain en fait est une concentration de tout ça. Et j'ai un peu fait exprès quelque part, par exemple, j'ai voulu mixer périphérie et centre aussi pour montrer qu'il n'y a pas d'espace emblématique plus qu'un autre, quoi. Tout cela. Donc, pour illustrer la ville post-socialiste, je prends un territoire qui n'existait pas sous le socialisme. Voilà, la rupture, mais la continuité idéologique ou dans les fonctionnements politiques, elle n'est pas forcément dans les territoires et vice versa, quoi. Donc, tant mieux si je peux réussir à faire ça. Ce que je ne suis pas capable de dire aujourd'hui, c'est à quoi ça sert, en fait, de jouer sur cette imbrication. Où est-ce que ça m'amène, à part le fait de poser ça comme une façon de lire Luanda et de parler de ce cas-là. Alors ensuite, la grande question de l'État mafieux. Alors moi, je ne connais pas la littérature sur la mafia, donc je risque de sembler un peu décalé, et ce n'est pas un terme qu'on utilise. Quand on parle de l'Angola, on parle d'État clientéliste, néopatrimonial, autoritaire, oligarchique. Voilà, il y a tout un champ qui n'inclut pas celui de la mafia. Ou alors, si l'emploi, ça va être de façon vraiment légère et métaphorique, un peu ce que tu disais. Oui, bon, c'est une mafia comme on parle du gang des cousins, quoi. Enfin, avec autant de non-rigueur. En revanche, on pourrait creuser ça de façon un peu plus structurée. Et donc, c'est pas juste... si on réfléchit au fonctionnement, on est vraiment dans un système où c'est la famille du président avec ses enfants. Alors, un exemple simple, et tu pourras me dire si on relève d'un fonctionnement mafieux ou non, mais les montages des Paradise Papers. Le détournement donc là, ça a été ce qui a été prouvé là récemment, c'est le détournement du fonds souverain. Donc on est dans un état pétrolier, donc il y a une mise en place d'un fonds souverain dont la gestion a été confiée au fils du président. En tout cas, ça, c'est du népotisme. Je ne sais pas si c'est de la mafia, mais... et donc, il y a 3 milliards qui ont été déviés de ce fonds souverain, 3 milliards de dollars, hein, dans un pays où les gens vivent avec vraiment très peu. Donc 3 milliards de dollars qui est passé par une compagnie suisse. Et donc qui s'est ensuite évaporé dans les Caïmans. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est peut-être pas criminel, hein, c'est ce que vont vous répondre les avocats qui font ces montages-là, mais moralement, en tout cas... Donc voilà, on est vraiment... et là, je parle du fonds souverain, je ne parle pas d'individus qui ont des business, je parle vraiment... Le fonds souverain, on est bien d'accord, c'est l'État. Voilà. Entre la transition post-communiste... Et en fait, ça va...
c'est le lien entre les deux, entre le post-communisme et le post-guerre. Et je reviens là, j'ai fermé, je ne sais pas pourquoi ça pas encore, mais sur cette, comme j'ai présenté la guerre, j'ai été assez attentive justement à pas dire juste la guerre civile comme un espèce de grand bloc. Et donc on a plusieurs moments de reconstitution. Et donc ce qu'on a appelé la reconversion autoritaire et la mise en place de cette vraiment oligarchie, ça c'est la conversion post-communiste. C'est les années 90, quand on défait les entreprises d'État et elles sont appropriées par des individus au sein de l'appareil d'État. Et donc on a vraiment... donc là, je pense qu'on est très proche de ce qui a dû se faire dans les systèmes post-soviétiques, en sachant qu'en plus, c'est les mêmes personnes. Hein. Dos Santos, il a fait son doctorat en Ukraine. Enfin, voilà, ils ont tous été éduqués dans le bloc communiste. Donc il y a quand même des réseaux qui se font à ce niveau-là. Du coup, par rapport au post-conflit et comment est-ce qu'un État peut s'imposer de façon si forte si on sort d'une guerre civile qui a tant divisé, eh ben c'est parce qu'il s'est imposé en deux fois. C'est-à-dire qu'il y a eu cette phase des années 90 où on est sorti de la guerre idéologique et des blocs et qu'on est rentré vraiment dans des guerres de diamants et dans une guerre... sale, pas qu'il y ait des guerres propres, hein, mais du coup ça a permis de réajuster l'espèce de dualité comme ça. C'est-à-dire qu'en 1975, le discours que le MPLA va avoir sur son ennemi, c'est qu'il mange des gens, que c'est des cannibales. Dans les années 90, ça va plus du tout être ce discours-là sur l'ennemi. Ça va être, ce sont les ennemis du développement, ils sont la cause de notre sous-développement. On est dans les années 90, quoi. C'est vraiment un autre cadre. Et donc je pense que cette espèce de fracturation des logiques de guerre dans un conflit qui, lui, est vécu en continu, ça peut expliquer déjà cette capacité. Et ensuite, il y a quand même le fait qu'il y a eu des déplacements de population énormes, et donc que Luanda, c'est un tiers de la population nationale. Donc le système politique et l'hégémonie qu'on met en place à Luanda, c'est un tiers de la population, quoi. Et les deux autres tiers sont répartis sur un territoire qui fait je ne sais pas combien de fois la France, quoi. Enfin, voilà, c'est un pays très, très, très peu densément peuplé. Donc voilà, je pense que ça, par rapport au Liban, qui est au contraire... ouais. Voilà, mais bon, ça serait une question qu'il faudrait... J'ai pas travaillé là-dessus précisément, donc c'est des éléments de réponse comme ça un peu...